Mystère, audace, surprise, insolite, amour, toujours pour vous, entre nous, interview. Bonjour Guy François. Bonjour. Je vous remercie de m'accorder cette interview. Merci à vous. Vous êtes orateur, normalien, écrivain, poète, auteur et humoriste. En quoi votre parcours personnel définit ce que vous êtes aujourd'hui? Sous forme d'une suite d'histoires, probablement, de rencontres, d'opportunités, et où finalement, après toutes sortes de trajectoires un petit peu différentes, j'ai fini par faire beaucoup de choses dont je rêvais depuis tout petit. Donc je pense qu'il y a le parcours, mais il y a aussi les rêves d'enfant qu'il ne faut jamais oublier, jamais laisser tomber, parce que finalement, c'est toujours eux qui orientent les histoires qu'on vit. Vous êtes champion de l'éloquence. Comment travaillez-vous cette aptitude oratoire? Alors l'éloquence, c'est à la fois une discipline, enfin si on peut appeler ça une discipline au niveau des concours, hein, qui repose sur de l'écriture et sur de la parole. C'est ça que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est le fait qu'on soit à la fois l'auteur et l'interprète de son propre texte, et donc c'est deux choses totalement différentes qu'on travaille en parallèle. L'écriture, c'est de la créativité, de l'imagination, c'est de trouver des idées. On peut dire qu'on le travaille, mais je pense que c'est surtout une façon de vivre au quotidien pour remarquer des détails, pour avoir une certaine ouverture à beaucoup de choses qui permet de le travailler, entre guillemets. Et la parole, dans une grande mesure, elle est portée par l'écriture, parce que ce qu'on écrit, le sens qu'on va y donner, la structure des phrases, des mots, des idées, va nous inciter à les dire d'une façon qui sera belle, qui sera originale, qui sera la nôtre, qui sera personnelle. On peut aussi bien sûr travailler juste la parole, mais souvent ça vient du fait qu'on a des choses à dire, qu'on a envie de les dire et qu'on découvre comment on les dit un petit peu inconsciemment. Je pense que quand on se parle entre nous, entre êtres humains, on est tous les plus éloquents du monde parce qu'on a des idées et que directement notre parole traduit ces idées sans qu'il y ait l'intermédiaire de phrases ou de choses un petit peu artificielles. Et en fait, souvent quand on est confronté à la parole en public, on essaye de mettre des intermédiaires comme des murs entre notre pensée et les autres. Et c'est pour ça que souvent on n'est pas éloquent quand on parle en public. Et ce qu'il faut, c'est briser ces murs, et pour ça, essayer de se rapprocher de la parole la plus naturelle. Vouloir exprimer des idées. La timidité peut-elle être un frein ou un moteur dans l'excellence des mots? La timidité, ça peut paraître un frein dans la communication, bien sûr, mais en fait, je pense que pour ce qui est du monde des mots et de la parole, ça devrait pas, et pas vraiment. C'est une peur irrationnelle qui arrive à tout le monde, moi le premier, et c'est très handicapant socialement. Mais par contre, pour ce qui est d'écrire, le monde des mots, c'est un autre univers un petit peu parallèle, et ça doit pas être... voilà, si on voit ça comme un monde un petit peu parallèle, l'écriture, le monde des mots, dans ce monde-là, en tout cas, la timidité n'est pas un problème. Après, par contre, en société, c'est sûr que c'est plutôt un frein. Votre premier livre, L'éloquence de la sardine, a été traduit en 16 langues. Pourriez-vous nous en parler brièvement? C'est un livre qui parle d'une autre de mes passions, parce que je pense qu'il ne faut pas être dans des cases dans la vie, et voilà, moi j'ai beaucoup de passions un petit peu différentes les unes des autres, et ma passion notamment c'est le monde marin et la faune marine, la vie du monde sous-marin. Du coup, je voulais transmettre les histoires du monde marin au grand public, parce qu'en fait, c'est un univers qu'on connaît assez peu. Tout simplement parce que on a assez peu de communication scientifique faite sur cet univers-là. En fait, les histoires et les connaissances du grand public sur le monde marin sont à peu près les mêmes que depuis que Cousteau a sorti ses documentaires. Donc, ça fait plus de 50 ans et ça n'a pas évolué depuis. Par contre, la science a beaucoup évolué. On connaît beaucoup de choses
choses en plus, mais qui restent bloqués et connus uniquement par les scientifiques, parce qu'il y a les éditeurs scientifiques qui bloquent l'accès à la science au grand public en le rendant payant. Et du coup, beaucoup de découvertes sont absolument inconnues du grand public. En plus de ça, on a des images souvent très développées maintenant, très belles. Donc on a tous l'impression qu'on connaît parce qu'on voit les images. Donc la technologie des films sous-marins s'est énormément développée. En ouvrant n'importe quel Instagram ou TikTok, on voit des images à couper le souffle de baleines ou de requins qu'autrefois on n'aurait jamais pu voir, même il y a 5 ou 6 ans, on n'en avait pas des pareils, avec les drones, les caméras sous-marines, etc. Et du coup, beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent cet univers-là simplement parce qu'on voit les images, et donc on n'écoute pas les histoires. Et on n'écoute pas, on ne cherche pas à approfondir ce domaine-là, et c'est dommage parce que c'est un émerveillement permanent qui est tout à fait digne de l'espace, les forêts amazoniennes ou des sciences plus mystérieuses comme la physique quantique. La science de la mer, c'est aussi passionnant. Et du coup, je voulais raconter ces histoires, ces découvertes, et puis aussi partager mon engagement pour la protection du monde marin. Donc dans un livre pour tout le monde, où les plongeurs, pêcheurs, navigateurs qui connaissent bien la mer, comme les enfants ou des gens qui découvrent et qui ne connaissent pas du tout cet univers, ils trouveront des choses qui les intéressent. C'était ça mon objectif. J'ai testé les histoires en donnant des visites guidées dans des aquariums auprès d'un public très vaste, avec des gens qui n'avaient jamais vu la mer et des experts en biologie marine, parfois dans le même groupe. J'ai pu essayer de voir ce qui intéressait tout le monde pour partager ces histoires. Quels sont les auteurs qui vous portent? C'est un petit peu comme les musiques qui me portent, ça dépend des moments dans la journée, dans la vie. Je pense d'ailleurs que c'est important avec les musiques comme avec les auteurs et les poètes encore plus de noter une sorte de calendrier des moments de la vie et de ce qu'on lisait ou ce qu'on écoutait à ce moment-là, ou l'air qui nous trottait dans la tête, parce que ça fait vraiment des beaux souvenirs des époques de la vie et comme des sortes de cartes postales. Si je dois choisir quelques auteurs qui me portent le plus souvent, Victor Hugo. Parce que pour moi, il n'y a pas forcément de perfection, mais s'il y en a une, il n'en est pas loin. Un vers de lui vaut souvent un poème de beaucoup d'autres. Au niveau du concentré, c'est un concentré de sens, de beauté pure. Beaucoup de gens trouvent ça trop manichéen, trop grandiloquent. Moi, je pense qu'au contraire, c'est juste parfait. Donc Victor Hugo, oui, sans doute en numéro 1. Et puis, plus pour de la prose, Maurice Genevoix, qui est assez peu connu, qui est rentré au Panthéon l'année dernière, mais quelque part, pas pour les bonnes raisons, pas dans le bon contexte. En fait, on l'a panthéonisé comme étant l'historien de la Première Guerre mondiale et l'écrivain de la Première Guerre mondiale, alors que finalement, il n'a pas fait exprès de faire la Première Guerre mondiale. C'était bien malgré lui, il en a beaucoup souffert. Et donc, on a célébré cet homme que pour ses blessures. Et il a effectivement des récits très poignants de cette guerre, mais c'est avant tout le premier écrivain écologiste de France, sans aucun doute. Il a fait des récits sur la ruralité, la nature, la campagne qui s'est battue pour protéger, que ce soit les milieux naturels de la Sologne, les zones humides, les métiers traditionnels, les poissons, les derniers saumons qui remontaient la Loire, les oiseaux, les mammifères, etc. Il a été le poète de la faune sauvage et de la nature en France, avec une beauté dans son écriture qui, à mon avis, est inégalée. Et quand on connaît un peu la nature et qu'on aime ces choses-là, on retrouve dans sa façon d'écrire les choses des sensations qu'on a eues, même s'il vivait il y a presque 100 ans, on retrouve les mêmes idées, les mêmes sensations, et ça touche énormément, parce qu'il a un vocabulaire extrêmement riche qui va du patois des campagnes à des jargons scientifiques ou des termes très techniques, des termes très ampoulés, des termes très simples. Il a de tout, et du coup il met exactement les mots justes sur tout, jusqu'à l'odeur de certains insectes, et c'est très très beau. Voilà, donc ça c'est un auteur qui m'inspire énormément. Il y en a plein d'autres, bien sûr dans la musique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent les musiques avec des paroles, c'est aussi des auteurs avant tout.
il y a l'air et il y a les paroles, mais les paroles jouent beaucoup et ça m'inspire énormément. Des gens comme Brassens, Jacques Brel, ou plus récemment beaucoup de rappeurs aussi, de rappeurs en français du coup, où le jeu sur les mots est super riche et ça m'a éveillé à tout ce qui est vers libre, où avant je pensais que c'était moins bien que les vers imposés parce que on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, et en fait le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut dans tout ce qui est vers libre permet de créer beaucoup plus de jeux avec les mots, de sonorité et d'utiliser la langue française dans tout ce qu'elle peut offrir. Donc ça me fascine d'écouter ça, et c'est des créations qui ont lieu encore aujourd'hui, donc c'est ça qui fait encore plus plaisir. Votre spectacle s'intitule « C'était mieux après ». Pourquoi l'adverbe « après » ? Pour le jeu de mots avant tout, mais aussi parce que ça a quand même du sens. Ça a quand même du sens parce que mon spectacle il parle en fait de l'humanité dans son ensemble beaucoup. Hein. Si on devait trouver un point commun à tous les sujets que j'aborde, c'est ça, c'est notre nature humaine, ses qualités, ses défauts, d'où on vient et où on va. Donc l'évolution de notre humanité. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que ce sera pire après? Ou est-ce que du coup c'était mieux après? Voilà, c'est pour ça. Comparer les époques, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et qui toujours fait beaucoup rire. Quels humoristes vous ont-ils bercé durant votre jeunesse ? Ça, c'est une question facile à répondre parce qu'il y en a vraiment quelques-uns qui m'ont bercé durant ma jeunesse et après d'autres que j'ai découverts plus tard. Mais vraiment, durant ma jeunesse en premier, c'était Raymond DeVos, Fernand Reynaud, et un petit peu aussi Coluche. Et alors c'était, pourquoi? Parce que simplement c'était les cassettes que mes parents écoutaient dans la voiture. Et donc on écoutait en boucle toujours les mêmes sketchs, en fin de compte, qui étaient, que je finissais par connaître par cœur, mais qui faisaient rire aussi pour ça, quelque part. Ça devenait culte. Et le côté d'un humour culte est assez intéressant aussi. Alors comme c'était que les cassettes, c'était très dur de comprendre au début un nouvel humoriste. C'est aussi pour ça qu'on entendait toujours les mêmes, parce que des voix comme celle de DeVos en cassette à l'autoradio de la voiture, c'est souvent pas évident à écouter. Il faut quelques minutes pour adapter son oreille avant de commencer à comprendre ce qu'il raconte. Et ça, c'était voilà, une saveur d'enfance dont je me souviens, hein, les sketchs de DeVos, ceux de Fernand Reynaud, qui est plus clair à comprendre parce qu'il a une espèce d'accent lyonnais assez traînant, il parle assez lentement, et qui est aussi très culte. Et puis il y avait aussi donc Coluche et Lafesse aussi, les Madame Ledoux et Monsieur Ledoux de Lafesse, ça on en écoutait aussi énormément. Voilà, finalement c'est assez varié quand on regarde les types d'humour, mais il y a un type d'humour que j'ai ensuite découvert un jour où on n'avait pas cours au collège et où, comme on n'avait pas cours, le surveillant qui avait la flemme de nous garder nous a mis la télé et nous a mis alors Gad Elmaleh. Et alors ça a été une révélation d'un type d'humour totalement différent de ce que j'avais connu jusqu'à présent, parce que c'était l'humour sur le quotidien, sur faire rire de l'absurdité de choses qu'on voit tous les jours mais dont on ne voit pas le regard absurde. Et je me souviens que ce spectacle de Gad Elmaleh qu'on avait vu alors qu'on était gamin au collège, en fait on a dû faire des pauses pour se relayer, aller aux toilettes, tellement on n'en pouvait plus de rire, et même pour respirer simplement, on demandait aux surveillants d'arrêter la télé pour qu'on puisse respirer tellement on riait. Ce qui arrive assez rarement dans la vie, hein, des vrais fous rires francs. Moi aujourd'hui ça doit m'arriver une fois tous les 2 ans à peu près de ne pas pouvoir m'arrêter de rire, souvent dans des situations complètement idiotes et imprévisibles, parce que sinon ce serait pas drôle. Et là c'est vrai que j'en ai un souvenir qu'on en avait des crampes de rire, mais au sens propre. Quel message souhaitez-vous porter dans votre spectacle? Alors ça dépend un peu des soirs, parce qu'il y a des sujets qui varient selon les soirées, mais globalement, si je dois porter un message dans mon spectacle, c'est surtout au niveau de réfléchir à notre époque, d'avoir un point de vue un petit peu... de prendre du recul par rapport aux choses de notre époque, par rapport à tout ce qui nous semble évident, mais qui peut parfois être un système où on pourrait très bien en imaginer d'autres et qui n'est pas forcément la seule voie possible. Pour notre histoire, pour l'humanité, les chemins qu'on choisit ne sont pas forcément les seuls et ni les meilleurs.
Mais bon, c'est pas vraiment un spectacle très engagé non plus, hein. Il y a beaucoup de passages écologiques, évidemment, mais il n'y a pas spécialement un engagement politique fort, en tout cas tous les soirs. Ça va dépendre selon l'actualité, il y a des petites parties actualité qui peuvent être un peu mordantes, mais je pense aussi qu'une des caractéristiques de mon humour, c'est de réunir, de rire pour le plaisir de rire, parce que on fait plus grand chose pour le plaisir en fin de compte, hein. On l'a vu avec la pandémie, tout ce qui était pour le plaisir était vu comme non essentiel, et c'est un peu triste que tout doive être utile ou politisé ou avoir une vocation comme ça de servir à quelque chose. Rire, c'est déjà une belle fin en soi, et puis rire ensemble, c'est encore plus beau. Et si on supprime tout ce qui est non essentiel, on se retrouve avec des pâtes et du PQ et à peu près rien d'autre en fait. Donc je pense que pour éviter ça, c'est bien de faire aussi rire pour le plaisir. Selon vous, l'humour est-il un bon antioxydant? Oui, rire c'est bon pour la santé, beaucoup de gens disent ça. Alors certains disent que rire 10 minutes équivaut à manger un steak, mais apparemment c'est pas si bon pour la santé de manger des steaks, donc peut-être qu'on pourrait dire plutôt antioxydant, oui. Exercez-vous votre humour auprès de votre entourage? Alors j'exerce mon humour un petit peu auprès de mon entourage, mais pas énormément. Ça m'arrive rarement de répéter. Je préfère au contraire garder les choses pour moi et les tester au dernier moment devant le public. J'ai très rarement répété quelque chose avant de le tester en public devant mon entourage, parce que c'est plus dur. On se sent plus jugé, c'est des gens qu'on connaît. Tandis qu'une foule un peu anonyme ou un groupe de personnes qu'on connaît moins, ou même qui sont dans le noir, même si on les connaît, qui sont dans une salle de spectacle, c'est pas le même contexte, c'est plus facile. Par contre, mon entourage m'aide beaucoup à trouver des idées pour l'humour, simplement au quotidien, parce que j'aime bien noter les choses qui me font rire dans la journée, au cours d'une soirée, d'une discussion, d'une réflexion, en marchant dans la rue. Parfois, il vient une petite idée, puis on se dit tiens, ça c'est drôle ou c'est inspirant. Et j'ai pris l'habitude depuis quelques années de noter sur mon téléphone, dans les notes, tout ce que je trouvais de drôle. Parfois, c'est juste un jeu de mots où on passe comme ça et on se dit tiens, il y a marqué Franprix, on est dans le sud de la France, c'est Franprix de Monaco, pourquoi pas, Franprix de Monaco, Franprix, ça peut être des trucs pas drôles du tout comme ça, mais qui peut-être un jour pourront servir. Alors voilà, on le note dans un coin et puis on se retrouve avec une immense liste de choses drôles qui déjà font plaisir, simplement pour le plaisir à relire de temps en temps, et puis parfois ça donne aussi des idées. Avez-vous des outils mémotechniques à nous partager? Je suis assez nouveau moi dans le domaine du théâtre à proprement parler, donc je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus difficile de mémoriser les textes, hein, et puis finalement ça allait plutôt bien, beaucoup mieux que ce que je craignais. Mais j'ai pas vraiment de super bonnes astuces. Je pense que, alors la méthode des lieux, ça c'est formidable. Un jour on m'a montré ça pendant une soirée très très tard dans la nuit, quelqu'un qui voulait absolument m'expliquer ça, qui m'a fait une liste hyper longue de mots n'ayant rien à voir les uns après les autres et qui m'a dit je vais te les faire retenir en 10 minutes. Alors j'y croyais pas. Puis en me racontant toute une histoire de pièces d'une maison et qu'à chaque mot on associe une pièce de la maison, et à chaque pièce, il faut une maison qu'on connaît, hein, donc, ou un appartement ou un lieu, hein. Et donc à chaque pièce on associe un des mots, on le visualise dans sa tête et puis on regarde derrière la porte et puis devant l'autre porte le mot suivant et le mot d'après qu'on aperçoit, et on marche comme ça dans sa maison, et en fait en 10 minutes on retient la quinzaine de mots complètement absurdes sans aucun problème. C'est très impressionnant. Maintenant, j'ai jamais vraiment testé ça dans la vraie vie, en situation après pour autre chose, parce que c'est rare d'avoir une quinzaine de mots complètement absurdes à retenir, mais je suis sûr qu'en dérivant cette méthode, on va pouvoir trouver des choses sympas. En tout cas, ça vaut le coup de le tester. Envisageriez-vous d'écrire, de mettre en scène ou de réaliser? Écrire, je le fais déjà, beaucoup sur plein de sujets différents, beaucoup de
vulgarisation scientifique et d'articles et d'écriture sur le monde marin, sur la science naturaliste en général. Après, mettre en scène et réaliser, ça je sais pas, peut-être un jour. C'est pas du tout mon domaine, mais selon le sujet, quand je fais des conférences, c'est un petit peu une mise en scène déjà, donc peut-être que ça pourra prendre d'autres dimensions un jour selon les opportunités, et ça me plairait bien. Un dernier mot ou conseil pour les internautes? Venez voir mon spectacle, lisez mon livre. Non, plus sérieusement, déjà bravo d'avoir suivi jusqu'au bout de cette interview, parce qu'il paraît que sur Internet, notre temps d'attention diminue énormément et qu'on est passé en dessous de 8 secondes, je crois, de temps d'attention moyen. Donc si vous avez suivi plus de 8 secondes, félicitations, vous êtes très très au-dessus de la moyenne. Et même si c'est pas forcément une compétition à celui ou celle qui est le plus au-dessus de la moyenne, c'est déjà rigolo. Non, je voulais vous remercier d'avoir écouté et de garder votre curiosité aussi, parce que si vous avez écouté un inconnu comme moi et cette vidéo, ça veut dire que vous avez une grande curiosité. Donc je suis sûr que sur Internet, vous allez trouver plein d'autres choses merveilleuses, parce que c'est une mine d'or de curiosité Internet. Pour qui a la patience de chercher des choses, on trouve plein de pépites. Donc bon surf sur Internet. Je vous remercie pour votre entrevue. Venez découvrir, chers internautes, l'univers de Bill François. À très vite pour du prochain contenu. Mystère, audace, surprise, insolite.